Bonjour à toutes et à tous. L'année 2023 s'achève aujourd'hui. L'occasion pour moi de vous offrir une rétrospective de 8 des épisodes diffusés au cours de l'année. Ces épisodes m'ont marqué pour des raisons différentes, mais ils ont en commun de m'avoir énormément inspiré. Julia Vira a fait de son hypersensibilité une force qui lui a permis de devenir une des rares femmes guides de haute montagne, de parvenir à gravir El Capitan en solo et de devenir navigatrice. Romain Coursier, ancien opérateur du premier RPIMA, a puisé en lui et dans l'amour de ses proches la force nécessaire pour survivre à son incarcération injustifiée dans des geôles dominicaines. Il a refusé une libération par le suicide et, assoiffé de justice, a combattu jusqu'à retrouver sa vraie liberté. Atteint de la maladie de Fanconi, Christophe Bichet a déjoué les pronostics des médecins qui lui avaient annoncé qu'il ne verrait pas l'âge adulte. Non seulement il l'a atteint, mais il a fondé une famille et est devenu un des meilleurs escaladeurs français. Cyril Chaboun, opérateur du CPA-10, a perdu ses 2 jambes en combattant Daesh en Irak. Il aurait pu plonger dans les dépressions et le renoncement, mais sa force morale lui a permis de choisir le mouvement, et notamment de préparer les JO de 2024 au sein de l'équipe de France de volley-ball assis. Oriane Aymar a failli perdre la vie lors d'un accident cérébral. Cette expérience la conduira à enchaîner les exploits, comme l'ascension du Lhotse puis de l'Everest en mai 2023. Lors d'une opération en Afghanistan, Ephraim Matos, alors opérateur au sein des Navy Seals, se trouve contraint de mettre en joue 2 petites filles portant des sacs explosifs. Heureusement, il n'aura pas à appuyer sur la détente. Cette expérience lui révélera sa vocation, celle de protéger et sauver les civils en zone de guerre au travers de son organisation Stronghold Rescue and Relief. Après une longue carrière d'infirmier au sein des forces spéciales, Adrien Jiménez devient expert en psychologie positive, méditation de pleine conscience et cohérence cardiaque. Son témoignage éclairé révèle comment ces pratiques peuvent alimenter la résilience. Quel bonheur de recevoir et de partager ces témoignages riches d'enseignements et de valeurs morales. Je sais que vous vous en nourrissez autant que moi et je m'en réjouis. Cela me donne la force et l'envie de continuer cette magnifique aventure. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Moi, ce que j'appelle le dépassement, c'est en fait le fait de ne pas se satisfaire des barrières qu'on a. Donc, soit qu'on nous a mises, soit qu'on s'est mis soi-même, soit qui sont à peu près, qui sont collectives, on va dire. Et c'est le plaisir de dépasser ça. Donc, c'est de se dire, ok, là, je suis fatiguée et c'est dur, mais il y a une ressource quelque part et je vais aller la chercher. Et cet exercice-là, il est extrêmement satisfaisant. Alors, j'aime beaucoup les Américains qui parlent de plaisir type 2, c'est-à-dire que c'est pas un plaisir immédiat, hein, quand t'es dans l'effort, dans la souffrance, etc. Est-ce qu'il y a du plaisir? Non. Ça a beau être beau, tu vois plus rien tellement que t'en as marre. Mais par contre, dès que ça s'arrête, c'est immédiat l'envie d'y retourner. Parce qu'il y a une grande fierté par rapport à soi-même d'avoir dépassé une barrière où ça te semblait impossible, d'avoir réussi à dépasser ça. Et puis du coup, ça te donne accès à des lieux où les gens n'ont pas accès, quoi. C'est-à-dire que la plupart des montagnes, si tu n'es pas capable d'endurer de tels efforts, tu n'y vas pas. C'est pour ça moi, je suis quelqu'un qui a peur. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à y croire en se disant, vu la vie qu'elle a, c'est pas possible. Si, en fait, j'ai peur de beaucoup de choses, pas que de la montagne, hein, de tout dans la vie. Et du coup, j'ai en fait beaucoup appris à fonctionner avec, à avoir des nuances de peur et à avoir de la compréhension de cette peur-là qui me permet de jouer, entre guillemets, avec, qui me permet de ne pas la prendre comme un frein total, mais au contraire d'aller l'interroger, la questionner et de voir qu'est-ce qui est objectif dans la peur, qu'est-ce qui est de l'ordre du biais, qu'est-ce qui est de l'ordre de mon état du moment, etc. Et donc ça, c'est une gymnastique que moi, je fais depuis toujours, surtout, tous les jours, parce que si je le faisais pas, en fait, je sortirais pas de chez moi tellement que tout me fait peur, et même rester chez moi me ferait peur pour d'autres raisons. Enfin, donc du coup, j'ai quand même j'ai de la peur que je suis capable d'exprimer, mais par contre, j'ai aussi l'expertise dans la gestion de cette peur. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que ce serait marrant de questionner mes clients plutôt que de me le faire dire à moi-même, mais en fait, je suis quelqu'un de très rassurant parce que j'ai pas peur de la peur. Et c'est là où je marque un peu des points. Pour moi, c'est pas tabou d'avoir peur. Il faut juste apprendre à s'en servir. J'ai envie de partager. Et puis la fameuse année de cette séparation dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui a été un fait quand même assez marquant dans ma vie, hein, d'une violence un peu émotionnelle qui m'a marquée. Cette année-là, donc
j'étais en larmes dans les bras d'un copain qui essayait de me remonter le moral, qui était très mal à l'aise face à, face à toute cette tristesse bien justifiée, et qui, pour me remonter le moral, par hasard, utilise l'expression en me disant «Mais si, tu vas y arriver, c'est dur, c'est comme quand tu es au pied d'El Capitan», parce qu'il sait que j'aime cette escalade-là. «C'est comme quand tu es au pied d'El Capitan, bon, bah là, tu es en solitaire, mais tu vas y arriver». Et là, je sais pas pourquoi, il y a eu un déclic dans ma tête. J'ai entendu ces mots dans la même phrase, El Capitan, solitaire. Et ça a été une révélation. Alors c'est dingue, hein, de se dire qu'un destin, il se joue à si peu de choses, à l'expression utilisée par un ami dans un moment de difficulté. Et j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Je t'avoue que je me suis pas dit, ouais, je vais faire l'escalade d'El Capitan en solitaire, parce que la marche était immense. Ça me semblait démesuré comme objectif, bien trop prétentieux, etc. Mais en tout cas, l'idée m'a donné un courage fou pour me sortir de ce pas-là. Et puis, alors que le solitaire, c'était pas quelque chose qui m'avait attiré avant, hein. Autant il y a des gens qui ont rêvé de ça toute leur vie, moi pas du tout. Déjà parce que j'y voyais que la notion de risque et que moi j'aime pas ça, le risque inutile. J'aime bien minimiser complètement le risque. Donc le solitaire, ça me semblait pas intéressant pour moi. Et en fait, à avoir ce déclic-là, bah, j'ai commencé un peu à me renseigner, à voir au niveau des techniques. Et il se trouve que donc j'ai découvert que c'était tout à fait possible de faire du solitaire auto-assuré, c'est-à-dire que tu utilises des cordes pour t'assurer en cas de chute, donc où tu prends presque pas plus de risques qu'en cordée. Par contre, c'est assez fastidieux à mettre en œuvre parce que voilà, ça fait beaucoup plus de logistique et de manipulation des cordes, etc. Et puis, il y a aussi toute la dimension émotionnelle où tu es seul, donc c'est plus compliqué à gérer. Mais je découvre la possibilité de pratiquer ce solitaire-là et je me dis, ah, quand même, je sens qu'il va falloir que j'essaye. J'avais donc mon voyage prévu à l'automne avec une copine pour aller grimper justement ces gros murs. Et quelques semaines avant, la copine se blesse et ne peut pas partir en voyage. Donc moi, j'ai mon billet d'avion, pas remboursable. J'ai cette idée au fond de ma tête de me dire, j'aimerais bien essayer le solitaire un jour. Et donc l'occasion se présente, je dis bah j'y vais. Donc je pars aux États-Unis, alors toujours avec beaucoup de complexes, donc j'en parle à personne. Personne n'est au courant de ce que je vais faire là-bas, même si moi dans ma tête je sais très bien ce que je vais faire. Je vais grimper en solitaire. Je pars avec tout mon matériel, très discrètement, en mettant sur les réseaux que je vais voir des copains, quoi. Et puis même les copains sur place, je crois que je leur en parle pas trop, et donc voilà, je vais discrètement au Yosemite, je porte mes sacs au pied de la paroi et je me lance dans un premier mur en solitaire, alors beaucoup plus petit qu'El Capitan. Et je partais à la base pour 5 jours d'escalade. Et puis en fait, cette expérience, elle a été compliquée parce que j'ai fait une chute, ce qui arrive régulièrement, hein, et on est encordé justement pour prévenir ce genre de choses. Donc c'est pas, il y a rien d'extraordinaire, si ce n'est que ça m'a quand même vachement impressionné de faire une chute. J'ai dû tomber de 8-10 mètres dans la paroi. Il m'arrive rien de plus que ça. Et en fait, je suis tellement impressionnée par toutes les émotions que ça a généré que du coup, je me mets à ralentir. Et comme dans la paroi, ben, en fait, tu hisses des sacs avec la quantité d'eau et de nourriture pour la totalité de l'ascension, et ben, je me rends bien compte que je vais manquer d'eau parce que je vais pas assez vite par rapport à ce que j'avais prévu et donc à la quantité d'eau que j'avais emportée. Et j'arrive pas à accélérer parce que je suis un peu terrorisée. Je donne trop d'importance au fait de retomber, donc je perds du temps à cause de ça. Et là, bah, c'est l'échec, en plein milieu de la paroi. Je me blâme de tout, je me sens capable de rien, et puis je fais demi-tour. Je fais demi-tour dans cette paroi. Alors c'est très compliqué parce que c'est des parois déversantes, donc si tu descends, ben, en fait, tu touches pas le rocher, donc il faut trouver tout un système pour rester collé au rocher pour arriver à redescendre jusqu'en bas de la paroi. Et en faisant ça, il y a une petite voix qui me dit Julia, laisse quand même des cordes fixées à la paroi parce que au cas où tu as envie de revenir. Et donc en fait, j'équipe la paroi à la descente avec mes cordes en me disant au pire des cas, je reviendrai chercher mes cordes dans quelques jours quand je me serai calmée. Et je descends de la paroi et j'arrive au pied de la paroi et là, bah, devine quoi, je mets un pied au sol, je me dis j'ai déjà envie d'y retourner. Et sauf que bon, j'ai quand même vécu un échec cuisant, je me complexe vachement de pas avoir réussi. Et donc je me dis bah alors le deal, c'est que tu redescends, tu te refais une santé, tu manges, tu bois, tu dors, tu te reconcentres et je veux te voir guerrière, quoi. Je veux te voir revenir avec vraiment un truc indestructible parce que c'est fini de pleurnicher, tu vas en haut, quoi. Et donc je prends le temps de me recomposer un peu mentalement en vallée. Et je repars sur les cordes que j'avais laissées fixer pour reprendre l'ascension là où je l'avais laissée. Et là, bah, métamorphosée, en fait, j'ai une grosse volonté. Le fait d'avoir, tu vois, touché ce sentiment de vraiment de nullité, de me dire
déjà t'es pas capable de rien, et puis en plus t'as été prétentieuse de croire que t'allais faire du solitaire alors que t'en es pas capable. Ça a été tellement dur de me blâmer de tout ça, qu'une fois que j'ai réussi à le dépasser, j'avais une vraie énergie de guerrière. Et donc j'accomplis ma première ascension en solitaire cette année-là. Et je découvre un rapport avec moi-même et à l'effort et à la difficulté qui est génial. Qui est génial parce qu'en fait, j'ai traversé tout ça avec toutes mes émotions et, euh, et toute cette dévalorisation que je suis capable d'avoir avec moi-même. Et je l'ai surpassé pour en faire un truc dont je suis hyper fière. À se dire, bah ouais, je suis en haut de cette paroi qui est une des parois les plus déversantes des États-Unis. Certes, pas la plus longue, mais par contre, qui est un vrai exploit à mes yeux. Et je suis arrivée en haut toute seule et je dois rien à personne. Et en fait, ça... C'est vraiment que on arrive quand même à un stade assez élevé. J'ai passé toute une carrière à évoluer dans des environnements très hostiles. J'ai fait des missions très très dangereuses. Donc je me suis retrouvé dans des situations qui n'ont ni queue ni tête. Mais là, pour que je te dise ça, c'est vraiment que voilà, c'est vraiment très très dangereux. Donc tu risques ta vie et on te rappelle que ta vie, elle ne vaut rien du tout et qu'à n'importe quel moment tu peux la perdre, tout simplement, pour un regard, je sais pas, on t'apporte à manger, tu veux pas partager ton repas, bah, tu prends un coup de couteau, par exemple, ou tu prends un coup de machette, etc., etc. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus à tenir? Ton entraînement, ton expérience? Alors, c'est mon expérience. Si j'avais pas eu l'expérience que j'ai eue, je pense que je pense que je serais pas là aujourd'hui. Je pense que je serais pas là aujourd'hui. Et encore, j'ai eu énormément de chance parce que je vais avoir énormément j'ai d'humilité, hein, donc j'ai pas peur de pouvoir en parler. Ils se sont un petit peu alertés, ils se sont rendus compte un petit peu de l'ampleur enfin là, je te parle de la partie adverse, hein, de l'ampleur un petit peu ça les a apeurés un petit peu quand j'ai commencé psychologiquement à aller pas bien. Parce que c'est vrai que parce que j'ai évolué vraiment dans un environnement qui est particulier, l'environnement, le milieu de la délinquance, et en plus la délinquance ici n'est pas la même délinquance que l'on retrouve chez nous. C'est vraiment un milieu et c'est un univers à part entière. Et quand tu n'es pas familier à cet environnement et à ce milieu-là, tu peux pas trouver ta place. Tu sais pas où est ta place et tu ne peux pas trouver ta place. Parce que tu te dis, pour quelqu'un, quand tu as fait quelque chose de mal, encore à la limite, tu as joué avec le feu, qui ose gagne mais qui perd paye. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu te dis un petit peu, allez, j'ai joué avec le feu, bon c'est pas grave, j'ai perdu, du coup je paye un petit peu. Mais quand tu sais que t'as rien à te reprocher et que t'es innocent et que t'as rien à faire dans ce milieu-là, c'est dur à accepter. En plus de ça, il y a l'image. Donc, t'es traité comme un délinquant. Donc, tout ce que t'as combattu toute ta vie. Tes parents sont au courant. On t'a mis les menottes. Tu vis en cage. Donc, c'est-à-dire que j'étais dans une cellule, hein, où on était environ, la cellule faisait 85 mètres carrés, on était 244. Donc, pour te dire. Donc, on vit les uns sur les autres. On vit les uns sur les autres, desnudés, la sueur, le manque d'hygiène, tout et tout. J'ai commencé à tomber malade. J'ai commencé à avoir pas mal de problèmes de peau, éruptions cutanées, donc pas mal d'allergies, etc., etc. Difficultés respiratoires et je t'en passe. Beaucoup de problèmes d'hygiène, je commençais à avoir des problèmes de santé. Et en fait, si tu veux, à un moment donné, j'étais au plus bas. Tu dors pas la nuit, tu te bats tous les jours, tu luttes, tu sais pas ce qui t'est arrivé demain, tu sais pas où tu vas en fait, parce qu'on t'a dit que la prochaine audience est dans un mois, mais déjà tu sais pas ce qui t'arrive, on te met là, t'es torsionné en fait. C'est comme ni plus ni moins, je vais comparer ça à une prise d'otage. Et c'est une prise d'otage, parce que t'es dans un milieu, t'es en milieu captif, t'es en captivité, tu ne vois pas le jour, t'as le seul repère temporel que tu peux avoir, c'est le jour qui vient sur les barreaux de la cellule. Et du coup, et ça parle pas ta langue. En plus de ça, moi, j'ai eu la chance d'avoir une grosse faculté d'adaptation suite aux compétences que j'ai depuis mon parcours professionnel qui m'a fait que je me suis adapté très très vite. Donc j'ai appris l'espagnol en 2 ans, hein, depuis que je suis ici. Donc ça m'a permis de pouvoir coacher et travailler ici. Mais c'est aussi ce qui m'a sauvé parce que j'ai su m'adapter. Donc j'ai su m'adapter, j'ai su apprendre la langue et j'ai su apprendre les codes un petit peu de la rue, un petit peu le langage banlieusard qu'on peut retrouver ici en République dominicaine n'est pas le même que le langage que tu vas retrouver dans un environnement un petit peu plus
avec une classe sociale un peu plus aisée, quoi, tu vois. Donc voilà, ça m'a sauvé un petit peu, mais jusqu'à un moment donné où j'étais fatigué. Psychologiquement, j'étais fatigué, physiquement, j'étais fatigué, je commençais à avoir des problèmes de santé. Et, euh, et pour moi, qui ai eu cette mentalité-là un petit peu de choisir, j'ai jamais aimé être contrôlé. Jamais, jamais. Et là, on te contrôle, en fait. Tu te dis qu'il y a des gens qui contrôlent ta vie. Et là, je commence à tomber un petit peu dans des idées sombres, des idées noires, et j'en pouvais plus. J'étais fatigué psychologiquement, et en fait, je voulais que ça s'arrête. Et comme je savais pas quand est-ce que ça allait s'arrêter, je me suis dit, bah, c'est moi qui choisis. J'ai toujours eu le contrôle de ma vie, j'ai toujours eu le droit de décider, j'ai toujours manié ma vie comme j'avais envie de la faire. Et ben, si j'ai décidé comment j'allais la vivre, et ben, j'ai décidé comment j'allais la terminer. Et c'est vrai que j'ai commencé à aller pas bien psychologiquement. Et puis les jours passaient, et là j'ai pris la décision de mettre fin à mes jours, en fait, tout simplement. Je me suis dit, bah, de toute façon, je sortirai jamais d'ici. La seule façon pour sortir d'ici, bah, c'est les pieds dedans. Et je me suis dit, bah, voilà, bah, je prends la décision, je vais mettre fin à mes jours. Et quand c'est venu un petit peu aux oreilles des matons, enfin, aux oreilles des autres prisonniers, aux oreilles des matons, etc., etc., un petit peu, tout le monde a commencé à s'alerter. Et là, j'ai été muté, j'ai été transféré, c'est pas une vocation. J'ai été transféré dans une prison, enfin, dans un pénitencier, une prison de haute sécurité, qui s'appelle la prison Anaouya, à Igwe, qui était à peu près 1 kilomètre. Donc, c'est là et là, on m'a mis dans un environnement où les conditions d'hygiène étaient mieux, mais les conditions de sécurité pires. Il y avait environ, à l'époque où j'étais, c'est toujours aujourd'hui, hein, tu peux retrouver des vidéos sur différents canaux comme YouTube, par exemple, et où il y a environ 2 émeutes par semaine. Et là, à l'intérieur, tout le monde est armé, tout le monde est armé, et tout le monde est armé, et ça tire tous les jours, ça envoie des coups de couteau tous les jours, ça se bagarre tous les jours, machette tous les jours, etc., etc. Et je me dis, mais c'est pas possible, mais je me suis dit, je vais mourir ici, en fait. Je me suis dit, je vais mourir ici, et dans des conditions, des conditions horribles. Donc c'est suite à ça, en fait, si tu veux, mes parents ont alerté la cellule de crise en France, donc on a alerté le Quai d'Orsay. Et c'est là où un petit peu la France un petit peu a été sensible un petit peu au cas. Donc je reviendrai pas là-dessus non plus dans les détails, c'est pas le but. Mais j'ai eu le soutien de la France dans le sens où j'ai eu énormément de soutien. J'ai eu énormément de soutien et euh, et euh, et non, et puis c'est très grave, c'est très très grave ce qui s'est passé. Donc du coup, là, je suis convoqué pour faire ma première audience. Et la première audience, en fait, qui n'a pas eu lieu, j'ai été transféré au tribunal. Et là, dans la foulée, la personne qui m'accusait ne s'est pas présentée. L'avocat que j'ai eu à cette époque-là n'a pas fait correctement son travail, il ne s'est pas opposé non plus, parce que là, le seul sujet était ma mise en liberté. Okay. Donc, vu que la personne n'était pas là, normalement, j'aurais dû normalement être libéré à ce moment-là. Mais comme c'était une machination et que c'était quelque chose qui était très bien ficelé, ils avaient l'intention de me garder pendant très 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 longtemps. Et je te dis parce qu'on me l'a dit, ils avaient l'intention de me garder très longtemps. Donc du coup, dans la foulée, hop, renvoi au mois suivant en disant, ok, on donne une autre date, vu que la personne n'est pas là, en même temps, sa présence n'était pas indispensable. Donc du coup, j'étais renvoyé. Puisque cette personne-là présentait un certificat médical disant qu'elle ne pouvait pas assister à l'audience parce qu'elle avait des problèmes de santé et qu'elle s'est excusée qu'elle ne pouvait pas assister. Mais du coup, j'ai été renvoyé sur un autre mois. Donc du coup, je fais mon deuxième mois. J'ai passé 72 jours au total en captivité. Et puis voilà, je fais une pause parce que je vais boire un petit oui, bien sûr. Et parce que émotionnellement, c'est encore prenant. Et en fait, si tu veux, c'est ce qui les a alertés. En fait, cette tentative de suicide les a alertés. Et en fait, j'ai été sauvé par un détenu, en fait, si tu veux, je vais te raconter la scène. C'est vraiment particulier ce qui se passe dans le cerveau, dans la tête, quand tu acceptes. Cela, c'est encore une autre sensation. Quand j'étais sur le terrain, donc dans mon expérience passée, dans ma vie passée, où tu sais que tu risques ta vie, tu sais que tu risques de la perdre, mais tu sais pourquoi tu le fais. Tu as choisi, en fait. Tu vois, tu l'as choisi dès le départ et tu en es conscient dès le départ. Et le fait d'être contraint de la perdre, c'est autre chose. Et en fait, je l'ai accepté et je me suis dit, bon,
tu sais quoi, à un moment donné, je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire parce qu'il y a que comme ça que je vais pouvoir sortir. Et moi, vivre en captivité, c'est quelque chose qui m'insupporte. C'est quelque chose qui était vraiment invivable. Mais comment? Mais quand je te dis invivable, invivable. Et en fait, t'es nu comme un verre, t'as pas de moyens, t'as pas ci, pas ça, il y a que les capots, en fait, les chefs à l'intérieur qui ont des couteaux, machin, tout, mais et à un moment, j'ai essayé tous les moyens. J'ai essayé la carte bleue, enfin la carte, il y avait une carte qui traînait. J'ai essayé la feuille de papier. J'ai commencé à essayer différents outils pour essayer de m'ôter la vie et ça marchait pas. Et un jour, je vois un miroir. Enfin, je vois un petit bout de miroir cassé qui était dans un retranchement, enfin dans un coin d'une pièce. Et je pense que le détenu qui était bienveillant, le détenu avec qui j'étais le plus souvent, en fait, qui était à mes côtés, l'a vu, en fait, il l'a vu dans mon regard. Je pense et je te jure que j'ai regardé ça comme si je venais de trouver un chocolat. J'ai regardé ce petit bout de miroir comme si je venais de trouver un chocolat. Tu sais, l'histoire de dire, waouh, tu sais, la délivrance, enfin, je vais pouvoir partir. Tu vois, enfin, je vais pouvoir, c'est bon, ça s'arrête. Tu vois, un peu comme si c'est bon, quoi, j'étais libéré, tu vois. Et ça, dans la foulée, il m'a vu, il me l'a retiré des mains, et là, je suis reparti. Là, je suis reparti en enfer parce que il m'a dit non, tu peux pas faire ça. Elle a essayé de me raisonner, etc., etc. Mais c'est vrai que c'était compliqué. C'était vraiment très, très compliqué. Émotionnellement, c'était compliqué. Te dire que tu vas perdre la vie parce que t'en as pris la décision, hein, mais de te dire que tu vas t'ôter la vie parce que c'est la seule moyen de retrouver la liberté. Là, t'atteins un degré qui est quand même assez fort. Quand même. Là, c'est très très fort, très très fort. Et dans la foulée, là, je te parle de ça, c'est la première prison. La deuxième prison, j'étais enfermé dans une cellule où il y avait à peu près 1500 détenus. Donc on était par pavillon, c'est des quartiers, il y avait 4 quartiers. On était 6 par cellule et il y avait à peu près 24 cellules dans chaque pavillon. Et j'étais avec des Russes, un Polonais et il y avait un Ukrainien aussi, je crois. Aussi. Donc eux, ils étaient là. Donc il y en a qui sont là pour viol, qui sont là pour meurtre, donc ils sont là pour financement du terrorisme. Il y en a qui sont là pour il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et toi, t'es au milieu de tout ça. Tu te dis non, c'est pas, non, c'est pas vrai. C'est une blague. Donc en fait, là, je suis reparti encore dans un état dépressif. Mais ça allait encore. Mais ça allait puisque mes parents ont pris l'avion et ont fait le déplacement pour pouvoir venir me voir et pour m'apporter du soutien. Et ça m'a redonné un petit peu, ça m'a redonné de la force. Le fait de voir mon père pleurer, pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père pleurer et c'est la première fois que je crois que mon père m'a dit je t'aime. Ça m'a fait très très mal. Ça m'a fait très très mal et encore à l'heure d'aujourd'hui, ça me fait mal. Mais ça m'a donné aussi de la force. Excuse-moi. Mais ça m'a donné aussi de la force. Ça m'a donné de la force en disant, ça a créé un petit peu l'effet inverse, dans le sens où je dis, non, ils ont pas le droit, en fait. Ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit de faire ça à mes parents. Ils ont pas le droit de faire ça aux gens que j'aime. C'est pas possible. Et en fait, ils ont failli réussir à me pousser à bout. Et je dis, ça, c'est pas possible. Et je suis revenu un petit peu sur cet état d'esprit combatif, que j'ai eu quelques années en arrière, mais là, qui était vraiment surdéveloppé. Dans le sens, on dit, il faut que je me batte. Il faut que je me batte pour obtenir justice. Il faut que je me batte, pas pour ma vie, parce que ma vie, déjà, j'ai joué avec pendant un certain nombre d'années. Donc, je sais pas où est-ce que je vais la perdre. Mais en tout cas, c'est pas aujourd'hui, c'est pas ici que je vais la perdre. Et en tout cas, c'est pas quelqu'un, en particulier, qui va décider pour moi et qui va décider quand est-ce que je vais perdre ma vie. Non. Je suis pas mort à la guerre. Je vais pas mourir ici. C'est pas possible. Et j'ai retrouvé cette force, cette combativité. Et en fait, le fait de voir mon père me regarder comme si, en me disant, en me redonnant confiance, en fait, si tu veux. Donc, c'est-à-dire que, en me redonnant confiance en moi, en voyant sa faiblesse par rapport à son impuissance face à la situation, je lui ai dit, mais attends, mon père, j'ai toujours vu comme un idole, je l'ai toujours idolâtré, j'ai toujours vu comme un repère, comme un rock. Comme un rock, comme un mentor. Pour moi, mon père, c'est mon exemple. Et le voir aussi bas, je dis, c'est pas possible. Et je revenais un petit peu à cette situation, ce fait de situation que j'ai vécu quand j'étais dans ce taxi-là.
Et en Côte d'Ivoire, où ça pétait dans tous les sens, où je voyais ma tante qui était apeurée, où tout le monde avait peur dans le taxi, et je me suis dit, mais et j'avais envie de perdre le contrôle, mais je me dis, si je perds le contrôle, je vais mettre ceux qui sont responsables de moi dans une situation encore beaucoup plus complexe qu'elle n'est déjà. Donc j'ai un devoir de responsabilité, j'ai le devoir de rester sage pour pouvoir justement pas créer un effet de panique, etc., etc. Exactement la même situation, je me dis, mais non, le fait de voir mon père dans ça, non, 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 en aucun cas, je dois reprendre le contrôle, je dois reprendre le contrôle de ma vie, je dois reprendre le contrôle sur la situation et je vais me battre, pas seulement pour ma vie, mais je vais me battre pour obtenir justice et pour sortir de cette situation, c'est pas possible. Je peux pas leur donner raison. Et en fait, tout ça pour... En 2007, j'ai 22 ans, j'ai un premier cancer de la langue euh, qui, euh, est, qui a été résolu par de la chirurgie, tout simplement. On l'a enlevé parce que n'était pas invasif, je n'avais pas de métastases, etc. Et donc l'opération s'est plutôt bien passée. On m'a enlevé un petit morceau de langue. C'était pas gros, voilà, bon, classique entre guillemets. Et malheureusement, il y a eu une rechute quelques mois après, donc cette même année 2007. Et là, pour le coup, c'était un plus gros morceau, encore sur la langue. Une opération encore plus importante, puisqu'il a fallu ouvrir vraiment toute la mâchoire, les mandibules. Donc, c'était un peu, je pense que ça devait être un peu la boucherie. Et à ce moment-là, pareil, il savait encore moins si j'allais pouvoir reparler normalement, remanger, etc. Embrasser, n'en parlons pas. Donc là, pour le coup, c'était un peu tendu. Ce deuxième épisode était un peu tendu. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, c'est une anecdote que je raconte dans mes conférences, mais clairement, ça sentait un peu le sapin, d'accord, parce que ça va pas dans la bonne direction, hein. Quand il y a des récidives assez proches, on s'attend à ce qu'il y en ait de plus en plus et de plus en plus rapprochés, donc c'est quand même pas très joyeux. Mais là, je me suis dit, ça sent le sapin, j'ai envie de réaliser un rêve que j'ai depuis longtemps. On n'en a pas parlé ensemble encore, mais je suis passée par le conservatoire en piano et en violon, donc je joue des deux instruments. Et j'ai toujours eu ce rêve en tant que joueur de piano, je ne dis pas pianiste parce que ce n'est pas le cas, mais joueur de piano. J'ai toujours eu le rêve d'avoir un piano à queue. Et du coup, là, je me dis, bon, bah, c'est le moment, j'ai un peu d'argent de côté, je vais claquer toute ma thune et je vais acheter ce fameux piano dont je rêve depuis très longtemps. Donc, je cherche, je me renseigne à droite à gauche et je finis par trouver le piano de mes rêves. C'est un Bechstein d'1,80 m à cajou brillant. D'ailleurs, il est juste derrière moi. Là, vous ne le voyez pas, mais il est dans ma maison à la montagne. Je l'ai fait amener ici. Bref, je signe, et c'est vrai, je signe l'achat du piano de mes rêves la veille de mon entrée à l'hôpital pour cette opération numéro 2. Et je signe le bon de commande parce qu'il faut que le piano il soit préparé, etc., avant d'être livré. Et je me souviens très bien que l'opération se déroule. Après l'opération, je suis vraiment comme un con, si tu veux, sur mon lit d'hôpital parce que j'ai une trachéotomie, c'est-à-dire que je respire pas par la bouche, mais je respire par la gorge. Il y a un tube qui est là. Je peux pas m'alimenter normalement, je peux pas parler, évidemment. Il y a tout un tas de choses que je peux absolument pas faire. Et donc, il y a des moments où je me demande, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Pourquoi est-ce que je continuerai à me battre? Pourquoi est-ce que je continuerai à avoir envie d'aller de l'avant? Parce que, enfin, tu vois, pourquoi, en fait? Le fameux sens de l'existence. Et je me pose vraiment cette question, mais pourquoi? En plus, à 22 ans, je suis mal dans ma peau, je suis pas vraiment acceptée dans la société, on me regarde toujours bizarrement, avec condescendance, c'est dur. Et je me dis, pourquoi est-ce que je continuerai? Et je me souviens très bien que dans ces moments-là, à ma droite, il y avait une petite commode avec un tiroir. Et quand j'étais au fond du trou, j'ouvrais le tiroir et je prenais entre mes mains juste la putain de facture de mon piano. Et, et
Et juste le fait de regarder cette facture avec le chiffre, le montant, TTC, en fait, je me projetais dans ce moment où j'allais enfin pouvoir réaliser ce rêve de jouer sur un instrument magnifique, de jouer du Chopin, du Bach, du Rachmaninov, etc. À l'époque, je voulais le mettre dans la maison de mes parents parce que moi, j'avais pas la place à Paris. Et en fait, ce moment a été absolument fondateur pour moi parce que j'ai vraiment compris que à chaque instant, il y a des choses dans l'existence qui sont essentielles auxquelles on doit se raccrocher. On doit s'accrocher. Et pour moi, la prise essentielle à ce moment-là, c'était une facture, quoi. C'était une putain de facture. D'ailleurs, j'en ai appris qu'une facture pouvait être source de joie intense et profonde. Ce qui fait que lorsque j'ai des appels de l'URSSAF maintenant, voilà. Ouais, tu as une émotion forte. Exactement. Il y a une espèce de neuroconnexion qui se fait, qui est complètement improbable. Mais voilà. Mais et vraiment, ce moment, j'en ai fait. En fait, ça s'est tellement intégré dans mon existence que tout s'est connecté. Je me suis dit, mais c'est pour ça que je grimpe, en fait. C'est-à-dire que j'ai compris que pour grimper, pour s'élever, mais dans la vie comme sur le rocher, on a besoin d'attraper une prise après l'autre. Et quand c'est très facile, lorsque tout va bien, et aussi, et surtout lorsque c'est très difficile, on a simplement besoin de savoir quelle est la prise essentielle que j'ai envie d'aller chercher après. Pour éviter de rester au même endroit et de plus bouger et de tétaniser et de tomber. Et ça, je l'ai vraiment senti profondément et dans mon corps. Et évidemment, j'ai fait le lien avec cette activité de l'escalade. Je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça que je grimpe. C'est vraiment pour ça, quoi. La vie, c'est pas autre chose. C'est continuer de s'amuser à ce jeu de grimper, d'aller de l'avant, d'aller contre la gravité pour atteindre un hypothétique sommet. En tout cas, moi, je le conçois comme un sommet intérieur maintenant. C'est pour ça que dans mes accompagnements, j'appelle ça grimpe au sommet de toi-même. C'est pas le sommet à l'extérieur qui est intéressant. C'est toi. Tu grimpes toi-même pour t'atteindre toi-même, quoi. Un peu plus. Deviens toi-même. Mais, voilà, ça a vraiment été un moment fondateur dans mon existence. C'est en novembre 2007, cette expérience-là. Ce témoignage est extrêmement intéressant, parce que ça fait écho à d'autres témoignages qui ont démontré effectivement l'importance d'avoir ce projet, un projet, Oui. quel qu'il soit, quand on a besoin de survivre. Et il y a notamment un personnage que je cite très souvent, que j'ai cité dans mon livre, que je cite aussi assez régulièrement sur Fortitude, qui est Viktor Frankl. Viktor Frankl, donc qui est ce psychiatre autrichien qui a survécu, qui est un rescapé des camps de concentration, et qui notamment explique dans son livre majeur, qui est Man's Search for Meaning, qui est en deux parties. La première partie, c'est le récit de son passage dans les camps, et ensuite la deuxième partie, c'est l'explication de la logothérapie, qui est cette thérapie par le sens qu'il a développée. Et donc il témoigne de la manière dont chacun réagissait ou vivait ou tentait de survivre aux camps de concentration, et ce qui faisait que les uns abandonnaient, que les autres perdaient espoir, ou que certains survivent. Et notamment, il a dit cette phrase: dans les camps de concentration nazis, les plus aptes à survivre étaient les prisonniers qui avaient un projet à réaliser après leur libération. Ouais. Et on peut aussi faire le parallèle avec Solzhenitsyn, Oui. qui, son œuvre majeure, qui selon moi devrait être, dont la lecture devrait être obligatoire à l'école, qui est l'archipel du Goulag, qui raconte son séjour dans les camps soviétiques. Lui aussi, il a entrepris pendant tout son emprisonnement de conserver beaucoup de mémoire,
ce qui est assez remarquable parce qu'il n'avait pas les moyens d'écrire, de prendre des notes, le moindre papier, il pouvait pouvait le faire assassiner, hein. Donc il a fait ça beaucoup de mémoire, mais il avait entrepris de garder les témoignages des co-détenus, des autres prisonniers pour ensuite faire son œuvre qu'il a fait pendant les années qui ont suivi sa libération. Mais bref, tout ça pour dire, vos 3 témoignages démontrent effectivement le caractère absolument essentiel d'avoir quelque chose, un projet quel qu'il soit en cours, peut-être pour le coup quelque chose d'intellectuel, d'émotionnel, pas de trivial, comme un moteur de la survie et de la résilience. Ça paraît tellement cucul-la-praline que la plupart des gens n'y apportent pas assez d'intérêt et d'attention. Je commence mes conférences, moi, par ce premier point qui est quelles envies vous gardent en vie. Tu vois, par cette question, j'ai croisé tellement de personnes, si tu veux, et là, ça c'est une expérience que je partage aussi dans ces moments-là, tellement de personnes qui, en fait, leurs envies, c'est d'avoir des problèmes. Je te donne un exemple un peu trash, mais c'est mon expérience, tout simplement. J'ai croisé énormément de gens qui ont la même pathologie que moi, un peu partout dans le monde. Il y a eu une période entre mes justement 20 et puis 30 ans. J'ai eu ce besoin, cette nécessité d'aller à la rencontre d'autres personnes dans ce petit milieu, des gens qui ont la maladie de Fanconi. Donc j'ai voyagé aux États-Unis, Canada, Europe, Asie, etc. Et je m'amusais à poser cette question toute simple à quasiment tout le monde que je rencontrais, qui ont cette maladie. Je leur demandais, c'est quoi ton projet en ce moment? De quoi est-ce que tu as envie? Qu'est-ce qui te rend, qu'est-ce qui te met en joie là? Qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine? Tu as envie de faire quoi? C'est quoi ton rêve, toi? Enfin, c'est questions toutes bêtes, quoi. Eh bien, j'avais 2 types de réponses. Il y avait des personnes qui répondaient effectivement à cette question de manière plus ou moins précise, avec plus ou moins d'entrain, d'enthousiasme. Et il y avait de l'autre côté tout un tas de personnes qui en fait me répondaient par ce dont ils avaient peur. C'est-à-dire qu'ils ne répondaient pas du tout à ma question. Ils me répondaient par un truc du genre moi, la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous chez l'ORL ou j'ai un rendez-vous chez le dermato, voilà, et ça m'embête un peu parce que je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer parce que bon, comme j'ai déjà eu un cancer il y a 3 mois, etc. Puis je sais pas quel traitement est-ce qu'il va me proposer. Enfin bon, bref, il ne répondait pas du tout à la question. Et c'est très simple. Le constat que j'ai fait, c'est que 100% des personnes qui répondaient à ma question de c'est quoi ton envie, qui me répondaient par en fait de la peur et par ce dont ils avaient peur, ils sont tous décédés aujourd'hui. Ils sont tous décédés, 100%. Et moi, ça m'a marqué, quoi. Je me suis dit, mais c'est con. Mais vraiment, s'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de vie, quoi. C'est que quand on revient du Mali, du coup, je continue à passer des qualifs au sein du 10, dont le stage shooter à très grande hauteur sous oxygène. Et quelques mois après, on est projeté au Levant, donc au Moyen-Orient, en Irak. Moi, si tu veux, on est projeté pour 4 mois, mais moi, je me marie dans la période des 2 premiers mois. Et j'ai un camarade à moi sa femme accouche dans la période des 2 derniers mois. Et en fait, on demande à faire une rotation dans le groupe. Comme ça arrange tout le monde peut partir et tout le monde est content. Du coup, le commandement accepte. Du coup, je me marie. 3 jours après, je pars là-bas et 10 jours après, je pète. Du coup, ça laisse le temps à mon pote de faire l'accouchement de sa femme et de revenir. Bon, c'était la petite histoire. Donc voilà. Là-bas, on est sur une mission pour appuyer les forces kurdes
pour les soutenir. Donc voilà. Du coup, on était en appui des Kurdes là, sur une position où il se passait pas grand-chose et Daesh était à une centaine de mètres devant nous. Et il y a un drone qui vient nous survoler. C'est un drone qui était en delta, donc avait une aile volante, tu vois. Et les forces spéciales canadiennes avaient le même genre de drone. Du coup, normalement, quand ils nous survolent, les drones, on les abat, mais là, on l'a pas abattu parce que possibilité que ça soit aux forces spéciales canadiennes. Donc, on s'est méfié, on s'est protégé. Donc voilà, le drone est parti et il est tombé plus loin. Les Kurdes ont été le chercher parce qu'on était à côté d'un état-major kurde. L'ont ramené et du coup, avec mon camarade, on a commencé à prendre des photos en se méfiant quand même. Moi, j'étais à 4 mètres derrière un véhicule. Mon camarade était à 6 mètres derrière un autre véhicule. Et le drone était au sol, au milieu des deux Kurdes, et il a pété, quoi. Donc, quand il a pété, je perds pas connaissance, c'est hyper violent. Tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas si tu viens de prendre du RPG, du mortier, ou voilà, ou que ce soit le drone qui est pété. Et Euh, t'étais derrière le véhicule quand il a pété ou tu n'étais plus derrière le véhicule? Ouais, comment dire, j'étais plus ou moins caché dans l'angle du véhicule en fait, derrière. J'étais pas complètement derrière, j'étais dans un angle du véhicule caché, tu vois, dépassé un peu sur le côté. Et du coup, j'ai été projeté en arrière, j'ai pris un gros blackout, mais j'ai pas perdu connaissance. Et mes souvenirs reprennent quand je suis en train de voler en arrière et que je tombe au sol en fait, sur le dos. Du coup, ben, sonner, mais toujours en capacité de me checker et de réfléchir. Du coup, je me check. Je vois que j'ai pas mal d'éclats sur tout le corps. Euh, j'ai toujours ma jambe droite et ma jambe gauche est à moitié arrachée. Elle tient par par le pantalon et les lambeaux de peau, quoi. Donc, au niveau du genou. Donc, ben, je prends mon garrot et puis je commence à poser mon garrot pour me médicaliser. Et, euh, et là, les copains arrivent pour nous prendre en compte, nous médicalisent, nous stabilisent euh, et nous évacuent sur une zone annexe la Medevac ne veut pas poser où on était puisqu'on est trop près de Daesh. Donc ça, c'est sûr, ça serait con de faire tomber un hélico, faire partir un hélico au tas pour venir chercher des gars. Donc en gros, ils mettent une demi-heure pour me stabiliser parce que je suis quand même bien touché. Et une fois stabilisé, on reprend les pick-up et ils m'évacuent sur une zone annexe derrière les lignes un peu plus loin. Du coup, c'est la Medevac qui vient nous récupérer en hélico. Et donc, je perds toujours pas conscience. Et je pars un peu dans les vapes. Donc, j'arrive à tenir. Et quand on arrive à l'hélico, les gars nous demandent s'ils peuvent nous injecter des drogues pour nous faire partir. Et moi, j'accepte. Et voilà. Du coup, ben, voilà, fin de la mission en 10 jours. Euh, je suis évacué sur un hôpital américain. En même temps, en France, on a une des meilleures chaînes Medevac au monde. C'est-à-dire que autant sur place, on a une très bonne chaîne, en France aussi, puisque quand ça pète, qu'il y a des gros clashs comme ça, en fait, il y a des avions qui sont prêts à Paris à décoller et en alerte à décoller directement pour venir nous chercher au plus vite. Donc, du moment qu'on pète, et il y a un Falcon qui décolle de Paris pour venir sur le territoire nous récupérer. Donc, quand on est à l'hôpital américain, le Falcon récupère mon camarade et moi, je suis plus transportable. Donc, parce que pas encore stabilisé, je suis en pronostic vital engagé et intransportable. Donc, je reste 24 heures de plus sur le territoire pendant que mon pote est rapatrié en Falcon, lui, sur Paris, à l'hôpital des armées de Percy. Et moi, je suis rapatrié 24 heures après par un C-17 américain sur Percy aussi. À partir de là, 10 jours de coma, un mois et quelques en réa en pronostic vital engagé. Et pendant les 3 premières semaines, premiers mois, je sais plus, peut-être une cinquantaine de blocs et d'opérations. Enfin non, j'ai une cinquantaine de blocs en tout. Mais pendant le premier mois, une bonne vingtaine, une bonne trentaine pour
me stabiliser et me soigner de mes brûlures et de mes amputations. Parce que du coup, je reviens en France avec la deuxième jambe, mais pendant l'explosion, en fait, il y a des bactéries qui vont dans le corps et qui font comme une gangrène, en fait, si tu veux. Donc, pour l'arrêter, avec tous les médicaments et tout, ils n'y arrivent pas. Et du coup, ton corps, enfin, ton membre, il meurt au fur et à mesure, ça remonte exactement comme une gangrène. Du coup, il coupe, en fait, pour stopper ça. Du coup, il coupe moitié pied, cheville, tibia, genou sur 3 semaines, ça. Et du coup, ils arrivent à stopper avec les antibiotiques et le coupage du membre au niveau du genou, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je me retrouve double amputé fémoral, donc ce qui est double amputation au-dessus du genou, quoi. Donc, j'ai plus l'articulation du genou. Dans le même temps, j'ai les intestins qui sont touchés, donc j'ai 2 mètres de tuyaux qui sont coupés. Je reste avec une poche pour mes selles, pour éviter enfin, pour que ça cicatrise à l'intérieur. Du coup, j'ai une poche qui évacue mes selles directement dans le ventre, au niveau du bide. Donc voilà, un peu, un peu dans le mal sur cette partie-là, sur, on va dire, les premiers 3 mois, 4 mois, puisque, bah, en gros, tu fais caca par une poche, t'es alité, t'as perdu tes 2 guiboles, compliqué. Quand t'es hyperactif, tu dis qu'est-ce que je vais faire, quoi. Donc, bah, j'essaye de contacter tous les gars qui ont été double amputés comme moi en France. Donc, j'essaye d'avoir les numéros, les trucs. Tous les gars, ils me disent, bah, c'est compliqué, j'ai arrêté de marcher avec les prothèses. Ok, bon. Du coup, ça t'aide pas beaucoup plus. Je reprends au bout de 3 4 mois. Ils arrivent à m'appareiller la première jambe qui est cicatrisée. Et l'autre, j'avais le fémur qui était cassé en 1000 morceaux. Du coup, j'avais un fixateur externe. Donc, je pouvais pas être appareillé sur les 2 jambes. Donc, on commence l'appareillage sur une jambe, mais je peux pas faire grand-chose. Je commence à ma rééducation aussi, c'est-à-dire bah, la rééducation du corps, puisque le choc émotionnel, le choc physique, j'ai perdu 20 kilos. Du coup, t'es plus capable de grand-chose avec les drogues. Le psy en prend, enfin le cerveau en prend un coup et t'es au ralenti. Enfin, il faudrait apprendre un peu tout. Donc, pour la petite exemple, quand j'ai recommencé le développé couché avec la kiné, euh, bah, en Irak, là, j'étais à 135 kilos en max. Je suis revenu avec des poids de ce qu'on peut voir dans les salles de réathlétisation, les tout petits poids, là, les haltères pour faire les biceps qui sont à 500 grammes, là. Ben, j'étais à fond pour le développé couché avec ça, quoi. Donc, réapprentissage d'un peu tout, de la vie de tous les jours, voilà. Un peu dans le dur, enfin, beaucoup dans le dur même, parce que bah, moralement, tu te retrouves à l'hosto, alité, truc, santé guibole. C'est pas trop ce que va être ton avenir. Et puis, bah, je recommence à être appareillé. J'arrive, grâce aux réseaux sociaux, à tomber sur des Américains qui gassent pas mal en double amputé. Du coup, je commence à discuter avec eux. Voilà, je vois que bah, la vie elle continue, que beaucoup de choses est possible. Je commence à rebondir à partir de là. Dans le même temps, je suis appareillé de la deuxième jambe. Du coup, je peux commencer à l'apprentissage de la marche, la rééducation avec les 2 prothèses. Et du coup, c'est un tout. Tu vois, tu prends connaissance de gens qui sont double amputés et qui vivent leur vie de tous les jours. Toi, tu es appareillé, tu recommences à marcher. Du coup, tu te fixes des objectifs et puis tu avances au fur et à mesure comme ça. Et puis, tu reprends ta vie en main, on va dire. Donc, au final, je fais un peu plus d'1 an d'hosto. Donc, à l'hosto, pareil, il y a un moment, je fais un rejet de la bouffe. J'arrive plus à avaler quoi que ce soit de la bouffe de l'hôpital. Du coup, heureusement que mes parents et mon épouse peuvent être là à la maison des familles. Ils ont fait des appartements en fait sur l'hôpital pour accueillir la famille de blessés. Et du coup, c'est mon papa qui me fait à manger et qui m'apporte à manger à l'hosto. Ça, j'arrive un peu à bouffer. Et du coup, Comment tu, ouais. pardon, comment, pendant ton hospitalisation, comment tu occupais tes journées? Bah, déjà, les Tu... premiers 3 mois sont compliqués parce que je suis alité, je peux pas bouger.
Donc, c'est pour ça que je suis au fond du trou aussi. Après, pendant 1 mois et demi, j'ai pas pu me doucher. J'étais encore avec le sable de là-bas et tout. Voilà. Donc, c'est très, très compliqué psychologiquement. Et une fois que j'ai pu un peu bouger, ça a été un peu mieux, mais pas foufou. Parce que bah, tu te retrouves en fauteuil roulant, mais avec ta poche à caca qui se décolle, t'as de la merde partout sur toi. Bon, bref, des trucs de merde. J'ai revécu, on va dire, quand j'ai commencé à être appareillé et que j'ai pris la kiné, à faire un peu de la mobilisation, refaire un petit peu de sport et trouver des exemples et à se mettre des objectifs, en fait. Après, du coup, mes journées sont rythmées bah, avec des séances de kiné 2 à 3 fois par jour. Donc souvent, bah, vu que ça faisait un petit moment que j'étais sur l'hosto, je suivais pas forcément le rythme qui était imposé par l'hôpital. Parce que normalement, tu te lèves à 8 heures pour déjeuner, nanani, nanana. Donc, quand il y est de passage, c'est bien. Quand il y est pendant des mois, il y a un moment, ça va 5 minutes. Donc, je me levais vers 9 heures, je déjeunais tranquillement. À 10, 11 heures, j'allais à la kiné. Midi, je mangeais. Dans l'après-midi, j'avais rekiné et je me faisais une séance de sport en fin d'après-midi souvent. Donc, voilà. Le repas le soir, et après j'avais des camarades qui venaient quasiment tous les soirs. Donc, puisque l'unité est à Orléans, et du coup, je faisais le déplacement assez régulièrement. Donc, voilà. J'ai eu la chance aussi que pendant ma réduc, j'ai un pote de l'unité qui s'est planté en moto, qui a eu un accident de moto, et qui est resté 3 ans avec son pied avec lequel il pouvait plus courir et plus faire grand-chose, et qui a pris la décision de se faire amputer pendant ou avant que je parte en mission. Et il s'est passé ça, on a été rapatrié sur Percy. Il se trouve que euh, au- quand je commençais la rééducation, lui est arrivé pour se faire amputer. Du coup, on s'est retrouvés dans le même service. Donc, ben, moi et mon camarade avec qui j'ai été blessé sur l'accident dans le service. Mon pote qui a eu son accident de moto, qui a pris la décision de se faire amputer de son pied. Et un gars du premier RPIMA aussi qui a pété aussi. Du coup, on était à 4 quand même dans le service MPR de Percy. Et du coup, bon, on faisait un peu notre vie. Donc ça se passait plutôt bien. Donc ça t'aide aussi à remonter. Donc voilà, en gros, les journées. Au bout d'un an, je sors de 1 an et 1 mois, je sors de l'hôpital. Euh, je lâche les béquilles, puisqu'à l'hôpital, je marchais toujours avec les béquilles. Je lâche les béquilles et j'arrête tous les cachetons. Parce que je me sens mieux, je me sens la force de le faire. Et de sortir de l'hôpital, ça m'a fait un bien fou. Donc voilà. Donc là, à partir de là, vraiment, le côté psy remonte fois 10, tu vois. Et même si je galère à marcher et que je tombe tous les jours, bah, c'est un apprentissage et voilà. Et du coup, au même moment, du coup, on va passer sur la partie sportive. J'ai un pote qui avait déjà fait les JO et qui me dit, ils sont en train de créer l'équipe de France de volleyball assis. Ça t'intéresse d'intégrer? Je cherche du monde. Je dis, bah écoute, pourquoi pas. Euh, En fait, pour la petite histoire, on en faisait tout le vendredi, enfin, souvent le vendredi après-midi, tous les vendredis après-midi, les kinés mettaient un sport co en place pendant les séances de kiné. Et souvent le volleyball assis. Et c'est quelque chose de très simple à faire et où les valides et les handis peuvent se mettre assis par terre et jouer ensemble. Et du coup, bah, mon pote, il me dit ça quand je sors, et je dis, bah ouais, grave. Du coup, il me file les coordonnées du staff, et j'appelle le staff, je leur explique mon histoire, et que ça m'intéresse de venir tester. Et du coup, voilà, j'intègre l'équipe de France de volleyball assis pour préparer les Jeux paralympiques le premier mois de ma sortie de l'hôpital. Avec... Et alors l'Everest? Je pensais que après le Lhotse, alors je me disais pas que ça allait être simple, hein, que ça allait être facile, mais là je m'attendais pas autant de difficultés. Donc je suis j'ai commencé l'expédition, c'est toujours plus ou moins à la même période, en fait, c'est au printemps. Et donc, on commence déjà par une marche d'approche. Enfin, je dis ça pour les auditeurs, enfin, ceux qui écoutent, qui connaissent pas forcément. On commence par une marche d'approche. On fait donc un trek, en fait, jusqu'au camp de base. Là, on s'acclimate. Puis après, on fait les rotations. Donc, pour s'acclimater, justement, on fait ces allers-retours entre les camps supérieurs pour que notre corps, en fait, s'adapte au manque d'oxygène.
Et c'est seulement après ça qu'on fait le sommet, l'ascension finale. Et en fait, bah, moi, dès le départ, quand j'ai commencé la rotation, donc j'ai atteint le camp 3, qui est à 7002 à peu près. Et donc, tout allait très bien. J'étais en bonne condition physique. J'ai pas eu de mal d'altitude. Enfin, j'avais touché voilà le camp 3. Tout allait parfaitement bien. Et c'est à la redescente que voilà ce que je craignais le plus est arrivé. C'est que j'ai été prise dans une chute de sérac, donc c'est ces gros blocs de glace, ces énormes, ouais, c'est énorme en fait, qui sont cassés la gueule en fait, ils ont chuté et donc et moi j'étais juste en dessous. Et quand j'ai entendu le bruit, enfin j'ai même pas eu le temps de regarder, hein, et là j'ai compris que c'était probablement la fin. Enfin, je me suis dit, si je m'en sors là, enfin, je savais exactement. Et là, je me suis dit, là, cette fois-ci, c'est pas comme dans les films, c'est pas. Là, ça, c'est la réalité. Là, c'est vrai. Là, ça t'arrive, Oriane. C'est pas ce que t'as anticipé qui pourrait se passer. Non, ça arrive vraiment. Et en fait, je me suis dit, c'est la fin, quoi. Enfin, je vois pas comment je peux m'en sortir. Et à moins, voilà, d'un miracle, justement. Et en fait, j'ai été frappée violemment par un des blocs qui tombait et mon bloc, il a la taille, je sais pas, d'une grosse bagnole une grosse voiture, quoi, une énorme bagnole. Et puis j'ai été frappée par le bloc et j'ai été projetée en fait et là le bloc m'a frappée sur le côté gauche. Et puis quand mon Sherpa m'a retrouvée, alors j'ai repris conscience. Il m'a dit, il me demandait si j'étais ok. Alors tu sais pas trop quoi répondre dans ces moments-là. Quand t'es ok. Enfin donc moi en fait je pleurais parce que j'avais très très mal en fait. J'avais très 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 mal et puis je saignais sur le côté gauche et j'avais l'impression d'avoir l'oreille cassée, j'entendais plus grand-chose. Et puis là, il m'a dit tout de suite, il a vu que que je répondais quand même, et il m'a dit tout de suite, lève-toi, il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte et parce qu'il y a d'autres blocs qui peuvent tomber. Et puis là, là, quand on réalise qu'on vient déjà, donc qu'on est en vie et on tient à garder la vie et que c'est pas grave la douleur. Et puis là, je me suis relevée et en fait, j'ai pas traîné et j'ai continué à marcher en fait en titubant, comme si j'étais saoule quoi. Et donc et puis là après ils m'ont évacué donc quand je suis arrivée au camp de base. Moi, il a quand même fallu traverser toute la cascade de glace comme ça en titubant et en saignant et tout. J'avais extrêmement mal et puis j'étais un peu très traumatisée quoi. Mais voilà, et c'est pour ça qu'après, quand on commence son expé avec ça, voilà, c'est pas évident. C'est pas évident de continuer. Et donc, j'ai fait un petit séjour à l'hôpital avant à Katmandou, là où ils m'ont soignée. Et puis après, finalement, j'ai décidé de revenir, ce qui n'a pas été simple, notamment parce qu'il y a un trauma qui est là après, hein. Parce qu'il fallait repasser par la cascade de glace. Et puis après, il y a rien qui a été simple. Après, il y a eu les conditions météo n'étaient pas ce qu'elles devaient être. Il y avait des rafales de vent aussi par la suite. Entre le camp 3, le camp 4, à des rafales à 100 km/h. Donc après, tout a été retardé. Finalement, je suis restée 3 jours dans la zone de la mort, ce qui est, enfin, à plus de 8000 mètres, ce qui n'était pas du tout prévu. Et donc forcément, j'avais pas l'oxygène pas assez d'oxygène aussi. Et puis après, j'ai eu des gelures. Enfin bref, et puis je me suis cassé le pied à la redescente. Il a fallu quand même continuer. Donc enfin voilà, il y a eu plein de plein de soucis et ça n'a pas rendu l'expé enfin facile quoi. Et donc je me dis, il n'y a aucun 8000 qui est simple, hein. Je me dis, alors, j'ai pas fait le K2, j'ai pas fait l'Annapurna, etc. Mais chaque montagne a ses difficultés, puis tout dépend, en fait, des facteurs, de ce qui nous arrive, de notre chance, de notre préparation. Enfin, voilà,
il y a rien d'acquis et il y a rien de simple, hein. Donc l'Otse, Everest ou d'autres, voilà. Et, et même une expédition Mont Blanc, hein, ça peut se transformer aussi en catastrophe, hein. Donc ouais. Entre le moment où tu t'es pris le sérac dans la figure et le moment où tu as atteint le sommet, il s'est passé combien de temps? Alors j'ai pris le sérac dans la figure le 28 avril, donc ça c'est la date Mhm. aussi qui marque. Oui. Et au sommet, j'étais au sommet le 17 mai. Et donc, en fait, je suis restée une dizaine de jours à Katmandou. Et après, je suis finalement revenue au camp de base. Et puis, ça a été une décision, mais ouais, après, c'est encore une fois, voilà, il y a personne qui peut nous dire quoi faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Mais moi, en tout cas, je me suis écoutée, puis c'était la décision à prendre. Je voulais continuer cette expédition et voilà, c'était mon rêve depuis longtemps. Donc même la peur de la mort et le trauma, voilà, m'ont pas. L'envie d'aller en haut était plus forte. Et donc je suis retournée et il s'est passé, bah voilà, entre le 17 mai et le 28 avril, donc ouais, à peu près 3 semaines, quoi. Mais et j'ai Et les... commencé l'ascension finale, ce qu'on appelle le summit push. Voilà, donc quand je suis partie au camp de base pour aller jusqu'au sommet, hein, là c'était le 11 mai. Voilà, le 11 mai. Et là tout a été retardé parce que fallait faire aussi en fonction de l'équipe, des conditions météo. Et à la base, moi je voulais atteindre le sommet. Juste après au même moment, en même temps que les Sherpas fixaient les cordes en haut, je voulais en fait y aller quasiment avec eux. Et puis tout a été retardé, mais ça c'est lié en fait à mon équipe. Et oui, parce que des fois ça dépend aussi des autres, hein, ça dépend pas que de soi, et de son état physique, de ses conditions, etc. Ça dépend aussi des autres. Et puis après il y a eu les conditions météo qui n'étaient pas bonnes. Bref, voilà, il y a eu plusieurs choses qui fait que j'ai atteint le sommet que le 17 mai. Ce que tu as ressenti là-haut, Alors une fois au sommet? ce que j'ai ressenti là-haut, alors bien sûr c'était il y a un grand moment de joie, hein. C'est une joie, je dirais une joie pure en fait, très profonde, très intense en fait. C'est quelque chose, c'est une joie qui vient vraiment de l'intérieur en fait. C'est qui est mêlé aussi à un sentiment de gratitude. C'est tout ça en même temps, quoi. Mais c'est très bref à la fois. J'avoue que ça a duré quelques instants, mais c'était extrêmement bref parce il faisait tellement froid. Je sais pas, à peu près, il devait faire -40. Enfin, cette année a été particulièrement froide et ça, tout le monde pourra le confirmer. On a rarement eu en fait un Everest aussi froid, enfin depuis ces dernières années. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de gelures aussi, hein. Il y avait pas, moi j'ai eu des gelures, mais les Sherpas ont plein de gelures. Quand je suis retournée à l'hôpital par la suite pour mes gelures et pour mon pied cassé, l'hôpital était rempli aussi de Sherpas, quoi. Ils avaient jamais vu ça, donc il faisait particulièrement froid et donc on n'a pas envie de traîner. Et puis encore, on pense aussi il y a toute la descente à faire, quoi. Et surtout, moi, je pensais au Rosso Hilary. C'est là où il peut y avoir quelques embouteillages, justement parce qu'il y a tellement peu de place pour passer que voilà, on peut être vite bloqué. Et donc, je voulais pas être bloqué en haut à plus de 1000 mètres, quoi. Donc voilà, j'ai pas traîné, mais il y avait quand même ce sentiment de joie qui était là. Mais c'est pas un endroit où on s'attarde. Voilà, c'est assez inhospitalier comme lieu. En fait, c'est un endroit, on fait que mourir en fait à vitesse grand V. Donc ouais, c'est pas un endroit où on traîne. Et puis alors moi, par rapport au Lhotse, alors le Lhotse, ça m'avait fait aussi un peu le même effet dans le sens où j'étais très heureuse parce que voilà, j'étais face à l'Everest, j'avais atteint, donc le Lhotse c'est 8516 mètres, donc voilà, c'était un moment très spécial, mais pareil, on n'a pas envie de s'attarder à cause du froid, même s'il faisait moins froid que là quand j'ai fait l'Everest. Mais il y a
il y avait un cadavre, ouais, c'est ça ce qu'on m'avait pas dit, c'est qu'il y avait un cadavre quelques mètres plus bas, donc un Himalayiste qui était mort en haut, en fait, il y a un peu plus de 7 ans. Donc là, maintenant, ça fait 11 ans qu'il est là-haut. Et en fait, il faut le frôler, en fait, pour atteindre le sommet, faut le croiser, quoi. On n'a pas le choix. Et donc, c'est assez perturbant d'arriver au sommet en croisant un cadavre, qu'on veut pas forcément regarder, mais on finit quand même par le regarder. Donc voilà, on est quelque part accueilli par la mort et ça peut être c'est très perturbant en fait. Donc c'est un petit rappel et puis on se dit bah ouais, on veut surtout pas traîner et puis pour l'autre, en plus moi j'avais une tempête qui arrivait, donc en fait on a une tempête pour redescendre après. Vous voyez les nuages qui arrivaient à toute allure, donc ouais, que ce soit le Lhotse ou l'Everest, dans les deux cas, c'est pas, ouais, on n'est pas là en contemplation, enfin, où la contemplation dure vraiment quelques instants, mais et pourtant, moi, je me rappelle à l'Everest, parce que je suis arrivée assez tôt, je suis arrivée, il était quoi, 6 heures, autour de 6h30, et donc il y avait le lever du soleil, c'était magique, quoi, c'est extrêmement beau. Mais on n'a même pas envie de sortir son appareil pour prendre des photos, etc. Parce encore une fois, il fait tellement froid que donc voilà, on en profite, mais voilà, c'est de très brefs moments. On se dit surtout, faut penser à la redescente et faut vite descendre, quoi. Est-ce que tu as eu une contemplation après coup? Oui, alors ça arrive après, c'est après coup. Euh, tout ça est arrivé bien après et déjà en fait bon moi la descente a été très pénible parce que j'étais très fatiguée après avoir passé 3 jours dans la zone de la mort. Voilà, j'avais plus trop d'énergie, j'avais plus d'oxygène depuis un moment, enfin voilà. Donc après la descente a été très dure et c'est là où je me suis fracturé le pied au niveau de la bande jaune, la Yellow Band, donc c'est entre le camp 3 et le camp 4, donc c'est peut-être, je sais pas, peut-être 7007 ou quelque chose comme ça, 7008. Et donc là, ça a été très pénible la redescente, et là, j'ai chialé tout du long en fait, parce que ça a été, j'ai souffert, plus les gelures. Donc sur le moment, on n'est pas trop dans la contemplation, etc. On se dit, on veut juste sauver sa peau, et parce que là-bas, encore une fois, c'est juste un pied cassé, hein, mais là-bas, il n'y a pas de secours, et puis tu traînes en haut, t'es mort, quoi. Donc, fallait absolument redescendre. Et puis, c'est à Katmandou, quand j'ai dû retourner à l'hôpital, pour vu revenir, il y a encore vous, mais je sais pas pour la même raison cette fois-ci. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à réaliser en fait que j'étais allée au sommet. Mais ça a pris du temps et c'est quand j'ai vu la vidéo que mon Sherpa avait prise avec la GoPro, là, il y a tout qui m'est revenu, quoi. Et c'est vrai et ce sourire que j'ai d'ailleurs, qui est pas un sourire anodin, c'est quand je parle de joie profonde, ouais, c'est une immense joie, en fait, qui est présente. Une immense joie, mais quelque chose qui est très, très intérieur, en fait. Et puis, sentiment de gratitude que j'ai. Mais tout ça, c'est vraiment ressorti, je dirais, plus quand je suis revenue à Katmandou, où j'étais au chaud, où on s'est occupé de moi, où on s'est occupé de mes gelures, etc. Et quelque part, le fait que j'ai le pied cassé, les gelures, etc., parce que j'ai pas pu faire grand-chose pendant quelques semaines. Là, j'ai encore quelques séquelles, hein, d'ailleurs, c'est pas fini. Mais tout ça m'a permis aussi de méditer, enfin, quelque part, de repenser à ce qui s'était passé, de prendre le temps en fait, de prendre le temps en fait de repenser à toute cette expédition et puis notamment au sommet, quoi, de revivre tous ces moments-là, mais au calme, sans agitation, parce que là, je pouvais rien faire en fait. Là, c'est au tout début, là, quand je suis revenue à l'hôpital, pendant 2 semaines, je pouvais même pas me laver en fait. Je pouvais pas utiliser, je pouvais pas marcher, je pouvais pas utiliser mes mains parce qu'elles étaient avec les gelures des deux côtés. Donc, et tout ça finalement m'a permis aussi de repenser à toute cette ascension et au fait que
que je me sens hyper reconnaissante, enfin, une énorme gratitude, ouais, pour la vie, en fait, de m'avoir permis d'atteindre mon rêve et d'avoir atteint mon sommet, atteindre le sommet de l'Everest, et puis d'être encore en vie malgré tous les obstacles et les accidents que j'ai eus. Donc, ouais, mais tout ça est revenu, en fait, tout ça est venu après coup. C'était pas au sommet, en fait. Au sommet, tu penses juste à ta vie. Enfin, si, encore une fois, tu sens que t'es très joyeux, hein, mais c'est pas, tu penses à vivre, quoi, c'est tout. Et tu dis, il faut vite redescendre. Il peut se passer plein de choses à la redescente. Comme ça a été le Absolutely. That event, being in a position, I made the decision in my head to kill the girls, but I waited one last second, pleading with them, asking them, begging them to turn around and run away, and they did. And so it was difficult because I'd already, in my heart and in my head, had already killed them. I just didn't do it physically, thank God. And I'm very grateful that I didn't have to, and I hope that they're alive and well somewhere. But seeing the civilians, seeing these little girls caught in the middle of this battle, and most likely carrying some sort of suicide bomb in their backpacks, I realized that there's these civilians who are just caught in the middle all around the world, and nobody's there to help them. Typically, the armies are there to fight each other, and the civilians are totally forgotten in the middle. And even the American military, we do our best to help, but I wasn't able to help those girls in any real way. And so because of that, yes, that set my heart, and in my mind, I realized that I needed to eventually one day that I would, leave the military, and that I would dedicate my life and find a way to help civilians who were caught in those conflict zones. And the thing about experiencing it, and then eventually you have to eventually move on. And I think that the anger and the sadness of that experience, in the moment, in the middle of the battle, you just immediately, you don't think about it anymore, and you continue to move on because you have a job to do. And I think that mental flexibility comes from the training that we had as SEALs. So when you're going through SEAL training and you're failing and all these bad things are happening constantly, but you pick yourself up and you keep going, and you pick yourself up and you keep going. This was an example of a situation where things went wrong. There's little girls are being sent straight at our unit for us to kill them. The Taliban sent these girls right at us. And so that's wrong. Like, the situation's wrong. And I made this, I made the right call, but I'm in this terrible situation. Well, just like in SEAL training, I'm just going to pick myself up and I'm going to move on. I'll deal with it later, and I'll think about it later. And I did. But in the moment, you just move on, and you move on to the next problem, and you keep going, because your team's relying on you to survive. If we move. So after the experience of almost killing those little girls in Afghanistan, it got my mind thinking about ways that I could do more to help the world. And when I was in the military, when I was in the SEALs, we were sent on important missions, and we did important work. But I knew that there were places where there were no SEALs helping. And I kept on thinking about, well, there's places in, Burma, for example, where entire villages are being, people are being raped and murdered, and villages are being exterminated. And there's all these terrible, battles and wars happening, and people are being attacked. And at the time, ISIS was, of course, terrorizing Iraq and Syria and the entire Middle East there. And there's all these civilians who were being attacked, and there's these armies who are fighting each other. But I thought, there's got to be a way to help the civilians who are caught in the middle somehow. And I don't know exactly what that looks like. I don't know how to do it, but I know that that's where I need to be. And so my thought process was, I need to go there. And my intention, I thought I would probably just be handing out humanitarian aid. I thought maybe I would be doing very, very basic medical work. If someone comes to me shot, and I can, help them a little bit.
I thought maybe I would drive an ambulance. I didn't know what my job was going to be. I didn't know what I was going to do, but I knew, just like when I was going into the SEALs, like I knew that I needed to try. And with the war on ISIS, I knew I needed to go and help, because at the time, when you look at ISIS, they were so evil. They were our generation's Nazis. So imagine if it was World War II and you didn't volunteer to go fight the Nazis, and you just sat by and watched the Nazis do the evil things that they did. Well, I felt the same way about ISIS. I felt, how can I sit here and not go help? As I'm a warrior, I'm a SEAL, I have all these skills, I know how to survive in these environments, and I can go help. And so I flew there, like you said, commercial air. I flew to northern Iraq, where it was relatively safe and secure at the time. And then I linked up with some American volunteers, and we went into southern Iraq, or I guess it was still technically northern Iraq, but we went farther south into Iraq around the Battle of Mosul, and we started working with an Iraqi army unit who was charged with clearing areas around Mosul, and then eventually they were charged with clearing a certain section of Mosul itself as well. And at the time, as you alluded to, the Battle of Mosul was the deadliest urban battle that the world had seen since World War II. Now, there's more, the battles happening in Ukraine now are now worse than what happened in Mosul, no doubt. But at the time, Mosul was the worst that had happened since World War II. So I went there to do humanitarian work, and we were given weapons because we were basically acting as frontline combat medics for the Iraqi army, because the Iraqi army soldiers, they're responsible for liberating villages. They're responsible for liberating neighborhoods and fighting ISIS, but the Iraqi army soldiers had no medics. And so I was not a medic during my time in the SEALs, but I was highly trained in medicine for the average person, particularly battlefield medicine. And so because of that, I was made a medic on the front lines with the Iraqi army. So I paid my own way to be there. I'm a volunteer, not getting paid. I can leave any time that I want. And I'm working alongside the Iraqi army. So I'm working for basically a foreign military. And as the Iraqi soldiers cleared through ISIS, we would treat the wounded soldiers and we would treat the civilians. And there were multiple times we launched rescue missions to help civilians who were caught in no man's land, who were caught in the middle. And this was exactly the place that I needed to be, because we were able to save lives. We were able to get into gunfights with ISIS to direct their fire toward us, so that ISIS would stop shooting at civilians and stop shooting at women and kids who were trying to get to safety. And in the battle, we couldn't save everyone, of course. And ISIS, we saw them just gunning down and shooting down women, kids, pregnant women, old people. We saw them killing people all the time, intentionally, snipers taking intentional shots. It wasn't an accident. They were intentionally shooting multiple people and choosing their targets. And so it was usually civilians who would run away from ISIS territory as the Iraqi army came closer and closer. And they would the civilians would run, try to get to the Iraqi army as quick as they could. And then ISIS would shoot them in the back. And we saw this many, many times. And so I was in Iraq for about 3 months. And then at the end of that time, so 1 month of those 3 months was in Mosul itself, until we launched a rescue mission to get a little girl who was alive in a pile of bodies. She was a survivor of a massacre where ISIS had killed many people. And so we launched a mission to go get her, because the Iraqi army still did not control that area. So we went into ISIS-controlled territory, about 100 meters away from ISIS headquarters, and had to rescue the little girl. And during that time, I was shot during that mission in the calf, and I was fine. I didn't lose my leg or anything. Everything was fine. But that was my end. That was the end of my time there in Mosul. Yeah, and
cette puissance de nous accepter tel qu'on est. Et tu vois, dans ce parcours de vie là que j'ai eu, qui est semblable à plein d'autres, scolaires, sportifs, militaires, avec tout un tas de stages, tout un tas de formations, je me suis dit, bon, je me connais, quoi. Je sais qui je suis, je sais comment je fonctionne, je sais quelles sont mes limites, physio, on va dire, psy. Je pensais vraiment avoir une fine connaissance de moi. Et quand j'ai commencé à pratiquer la pleine conscience, en mettant en place les routines que tu as décrites tout à l'heure, d'ailleurs, je me suis astreint à pratiquer de façon formelle, cette fois-ci, m'arrêter, parce que c'est quand même intéressant de se tourner vers ces pratiques-là quand on veut aller un peu plus loin. Et en fait, là, je me suis rendu compte que je me connaissais pas, qu'en fait, j'avais jamais vraiment fouillé à l'intérieur de moi, clarifié qui j'étais, quelles étaient mes valeurs, ce qui était essentiel pour moi, fondamental pour moi, comprendre mes émotions, où elles se manifestaient, ce qu'elles impliquaient, comment j'y réagissais, quelles étaient les pensées que je pouvais avoir. Et c'est ce qui a fait, en fait, qu'après, derrière, je me suis dit, bon, ok, ça, je peux pas le garder pour moi, il va falloir en faire quelque chose. Il faut que j'aille plus loin, et c'est pour ça qu'après, j'ai décidé de peut-être instructeur, et puis d'essayer de transmettre ces choses-là, ou de faire découvrir, en tout cas. C'est plutôt dans cet esprit-là, parce que de faire découvrir ces différents leviers et comment ça peut fonctionner. Ce qui est passionnant. Sur cette dernière idée là de la puissance de nos pensées dans ce qu'elles vont entraîner dans nos comportements, le fait que je pense de moi, je suis capable, je suis pas capable, c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi, pardon. Ça va justement dans ma motivation, dans le fait d'entraîner du mouvement, me stopper ou au contraire m'engager. Et alors si j'ose donner des choses qui chez moi fonctionnent bien, bah je pense que ça fait partie de ces choses qui m'ont permis dans plein de situations d'y aller. C'est cette curiosité. C'est-à-dire, je me suis toujours dit, vas-y, va voir. Même si tu penses que c'est nul, même si tu penses que c'est pas bien, même si tu penses que c'est pas fait pour toi, essaye. Et seulement quand tu auras essayé, mais vraiment essayé. Tu vas pas juste je teste une fois et si j'y arrive pas, c'est fini. Vraiment y aller, m'investir dans le truc. Et là, je pourrais dire, ok, c'est pas pour moi, je sais pas faire, j'y arrive pas. Et la pleine conscience, c'est un peu ça, quoi. Allez-y, essayez, osez, vraiment, réellement. Et seulement quand vous aurez fini, quand vous aurez vraiment testé, et de façon accompagnée, parce que généralement, quand on le fait un peu seul, c'est toujours un peu plus complexe parce que on sait pas trop vers quel chemin aller. Là, on pourra dire, c'est pas fait pour moi. Et ça, c'est intéressant parce que même avec les militaires, où on pourrait peut-être dire que, ok, faire méditer un militaire et quelqu'un des forces spéciales, c'est quand même pas gagné. Et ben, non seulement ils savent le faire, mais même mieux que ça, c'est des personnes qui le font mieux que les autres généralement. Quand je dis mieux, ça veut rien dire parce qu'on peut pas, il y a pas bien faire en pleine conscience. Mais ce que je veux dire, c'est que ils ont compris très tôt comment ça fonctionnait, parce que ça fait partie de leur fonctionnement, et c'est l'intérêt aussi des forces spéciales, c'est qu'on va recruter des personnes qui ont plutôt tendance, alors on sait pas qu'on fait ça, mais c'est ce qui va se passer, à fonctionner en pleine conscience. Tout ça, c'est super intéressant. Et je rebondirai sur une autre chose que tu as partagée, qui est une notion pour moi centrale sur laquelle je travaille aussi beaucoup en ce moment, enfin depuis que je me suis lancé dans cette reconversion, c'est cette idée d'acceptation. On passe notre vie dans le passé, on passe notre vie dans le futur, et on oublie le présent. Et tous les auteurs que tu as cités ont travaillé sur cette notion-là. Le présent, l'acceptation de ce qui est là, et ça aussi c'est une autre chose très intéressante dans la pleine conscience, c'est que la pleine conscience, c'est pas aller regarder, on a pris l'exemple du repas un peu agréable, du verre de vin, mais la pleine conscience, c'est aussi, et peut-être même surtout, aller observer ce qui se passe quand c'est complexe. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand je vais pas bien ou quand je vis un truc pas agréable? C'est que je vais avoir tendance à éviter. On est tous à peu près foutus de la même façon. Quand j'ai mal, j'ai pas envie d'avoir mal, et donc je vais éviter d'avoir mal, ou je vais ne pas me concentrer sur ça. Sauf qu'en fait, ça va m'obliger à avoir des fonctionnements d'évitement. Il n'y a pas de doute sur le fait que l'évitement, ça finit par un jour ou l'autre se retourner contre nous. Donc, l'acceptation de ce qui est là, c'est un enjeu essentiel de notre fonctionnement, dans notre flexibilité en particulier, dans notre prise de décision aussi. Comme tu as cité Marc Aurèle, il y a une phrase qui lui est attribuée, mais il me semble qu'elle n'est pas de lui, qu'elle est issue plutôt d'un texte religieux, dont je ne sais plus lequel exactement, donc pardon pour les références pas terribles, mais il a dit, enfin il aurait dit, donc c'est pas lui qui l'a dit au final,
que la force me soit donnée de supporter, oui c'est ça, que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé. Donc là, on est en plein dans l'acceptation, hein, supporter ce qui peut pas être changé, le courage de changer ce qui peut l'être. Donc d'agir, c'est le coping là, c'est l'action, hein, le courage de changer ce qui peut l'être, et puis d'arriver à distinguer les deux, quoi, l'un et l'autre, de faire la différence entre ce qui peut être changé et ce qui ne peut pas l'être. Et bien ça, c'est typiquement l'acceptation. Et ça me parle, ça résonne. On le voit tous les jours. Quelles que soient nos difficultés, si j'accepte ce qui est là, alors je peux y faire face ou pas d'ailleurs, parce que ce que je peux pas changer, eh ben je peux pas faire autre chose que de l'accepter. Et donc le passé, nos erreurs, nos regrets, ils sont là en fait. Ça n'empêche pas que je puisse pas apprendre de ça, mais c'est fait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à avancer. Et je donne quand j'accompagne j'accompagne pas parce que je suis plutôt dans la formation, dans la transmission à la fac ou autre, mais j'aime bien prendre cet exemple que j'ai vécu en mission, où je me suis retrouvé dans des situations un peu complexes plusieurs fois, mais une en particulier où dans l'anticipation, là, dans l'anxiété, on avait notion que la nuit qui allait suivre, on était l'après-midi, la nuit qui allait suivre, ça allait être complexe. On allait se faire attaquer, en gros, pour faire simple, et que les gens qui se préparaient, on avait des interceptions radio, et c'était pas très cool, quoi. Et en fait, finalement, là, j'ai passé du temps à pas accepter ce qui était en train de se passer et à faire en sorte que je sois pas là où je suis et trouver toutes les méthodes possibles pour fuir. Sauf que c'était pas possible. Et à partir du moment où j'ai accepté, ce qui a pris un peu de temps, que j'étais là et que ça allait se passer, ou pas d'ailleurs, hein, mais que là, il était 14 heures et que pour l'instant, tout allait bien, j'ai pu me mettre en action et me préparer à ce que, effectivement, le soir, ça soit compliqué. Et en fait, l'acceptation sur un bout de papier, là, entre nous, quand on discute, c'est quelque chose de très simple. Ok, ça parle à tout le monde. Oui, bon, c'est bon, accepter. Mais en vrai, quand on le vit tous les jours, c'est plus du tout la même chose. Et moi, c'est ce que j'ai apprécié avec la pleine conscience quand je m'y suis vraiment confronté. C'est cette notion-là d'acceptation, là, d'accepter que oui, j'ai mal, d'accepter que j'ai pas envie, d'accepter que je suis fatigué, d'accepter que, au contraire, je vais bien. Voilà. Pour ces choses-là, la pleine conscience, elle a, pour moi, une valeur particulière. Elle est venue me permettre de mieux me comprendre, de mieux accepter mes erreurs, mes échecs, mes fautes, de mieux accepter qui je suis, mes valeurs, de les clarifier aussi, d'être peut-être plus présent à ce que je fais. Quand je fais un câlin à mes enfants, je fais un câlin à mes enfants. Alors bien sûr, plein de fois, je le fais pas, hein, comme tout le monde. Plein de fois, je me rate, plein de fois, je suis pas bon, plein de fois, je fais pas les choses comme j'aimerais les faire. Et là aussi, ben, j'accepte. J'accepte que là, j'ai pas été bon, que j'ai pas réussi et que j'ai pas su faire. En tout cas, j'essaye de le faire. Si on fait pas ce travail. Est-ce que tu pourrais identifier un ou deux épisodes qui t'auraient le plus ému? Bon, spontanément, j'ai celui de Cyril Chaboun qui me vient en tête. Donc Cyril, je l'évoquais un peu plus tôt, qu'on a reçu tous les deux. Donc il y a un épisode disponible sur Fortitude et un sur Les Frappés, qui est un ancien opérateur du CPA-10, donc commando parachutiste de l'air numéro 10, et l'une des unités des forces spéciales, et en mission, d'ailleurs, de mémoire, c'était l'une de ses toutes premières missions, ou la première mission même, tu te souviens de ça? C'était pas sa première mission en tant qu'opérateur FS? Non, je crois Tu crois pas? pas. J'avais ça Non, en tête. j'ai un doute, mais Je sais plus, ouais. Mais en tout cas, clairement, ouais. Pour moi, c'est l'épisode avec Cyril Chaboun, donc ancien opérateur FS, CPA-10, qui saute sur un drone piégé, qui perd immédiatement l'une de ses deux jambes et qui, suite à des complications, donc il est rapatrié en France, il est plongé dans le coma, il y reste un long moment et en fait, il a des complications pendant son coma. Et ces complications débouchent sur l'amputation de sa deuxième jambe. Et en fait, le récit de cet homme qui doit faire face à cette situation, ce qui l'animait dans la vie, c'était un métier finalement où
très physique, très engagé, et du jour au lendemain, tout s'arrête. Je vais pas, voilà, je vais pas tout partager ici, mais au même moment, d'un point de vue perso, c'est-à-dire au moment où il se réveille de son coma, il apprend une nouvelle, euh, voilà, un changement de situation familiale et ils doivent prendre une décision avec sa femme. Enfin, cet épisode, il est vraiment incroyable de résilience, de détermination, de capacité à rebondir. C'est une fois que en fait, je me suis retrouvé plusieurs fois pendant l'échange à plus savoir quoi dire. J'étais notamment l'anecdote, enfin quand il raconte l'explosion du drone et ses premières réactions, où le gars se médicalise lui-même, sort un garrot, il t'explique tout ça avec une voix parfaitement posée, comme s'il était allé finalement, je sais pas, faire les courses à vélo, tu vois. C'était particulièrement émouvant et extrêmement inspirant d'avoir un témoignage comme le sien. Je pense que c'est celui qui me vient tout de suite en tête. Et après, peut-être un deuxième sur le plan de l'émotion, c'est, je dirais, sans doute celui avec Julia Vira, que tu as reçu aussi. Je suis qui est, énervant. Je précise quand même que à chaque fois, c'est un hasard. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a même, on en parlera peut-être un peu, mais il y a même une invitée, Oriane. Je crois que tu l'as Oui, invitée. j'ai Je savais pas. enregistré, T'as mais enregistré, j'ai enregistré au moment où tu as sorti l'épisode. c'est Et là, je ça. me suis dit, mais c'est pas vrai. Il a mis un micro chez moi, c'est pas possible. Mais voilà, Julia, donc, qui est guide de haute montagne, l'une des rares femmes en France à être guide de haute montagne, et qui fait également de la course au large, donc le mariage mer et montagne, et qui raconte dans l'épisode, en tout cas quand je l'ai reçu, son ascension de El Capitan aux États-Unis, qui est un peu une phase mythique qu'elle a fait en solitaire, et je crois qu'elle a passé de mémoire 12 ou 13 jours dans cette phase seule. Et forcément, bah, c'était un challenge extrêmement difficile. Et il y a beaucoup d'émotions quand elle en parle. Je pense que c'était aussi, moi ce que j'en ai retenu, c'est que c'était aussi un peu pas un rite de passage, mais une étape importante dans sa vie. Il y a quelque chose qui a cranté avec cette expérience-là. Et la façon dont elle en parle, c'était assez émouvant aussi. Donc je dirais c'est de la Cyril Chaboun, ancien FS, et Julia Vira, guide de haute montagne, qui nous parle d'El Capitan. Et maintenant que je t'ai piqué 2 de tes invités, ça t'en laisse plus que 28 du coup pour ta sélection à toi. Oui, mais du coup, je vais pas te dire leur nom. Comme ça, tu vas pas pouvoir me les piquer. En ce qui me concerne, parce que je savais qu'on allait potentiellement évoquer effectivement nos expériences respectives par rapport à nos invités, que ce soit en termes d'émotion, de stress ou autre. Et j'y ai pas mal réfléchi parce que forcément, c'est pas facile de faire entre guillemets un choix ou d'essayer d'identifier un échange ou un profil plus qu'un autre. Alors, non pas, il ne s'agit pas de faire de hiérarchie, mais c'est vrai qu'en plus, sur Fortitude, la différence quand même qu'il y a par rapport au frappé, c'est que on va assez loin dans le sujet de l'émotion, de l'âme, de ce qui se passe à l'intérieur, etc. Donc, l'émotion est souvent présente. Mais les épisodes qui m'ont le plus ému, il y en a plusieurs, mais ils ont un point commun. Je l'ai réalisé en y réfléchissant. C'est que ce sont des invités qui font face tu vois, même le fait d'en parler, ça m'émeut, mais c'est des combats qu'ils ne peuvent pas gagner et qu'ils mènent pourtant. C'est-à-dire que ça n'enlève rien à ceux qui mènent des combats qui peuvent gagner. Je parle notamment à Julia quand elle se lance dans une ascension. Bien sûr qu'elle peut échouer, mais elle peut y arriver. Ça n'enlève rien à sa prouesse, ça n'enlève rien à sa résilience, pas du tout. De la même manière que Sam Goodchild qui se lance dans la Transat Jacques Vabre ou les opérateurs FS qui sont largués en Syrie. C'est pas ça, il n'y a pas de hiérarchie. Mais malgré tout, et notamment par rapport au sport que tu connais bien, tu te lances dans quelque chose, mais tu sais que tu peux y arriver. Tu veux y arriver et tu sais que c'est possible. Et j'ai reçu des invités qui mènent avec la même hargne, la même énergie, la même résilience,
des combats qu'ils ne pourront jamais gagner. Et là, et je pense notamment à Camille de Peretti, qui est une de mes premières invitées, je crois que c'est l'épisode 4, et c'était d'autant plus émouvant que en fait, Camille est une amie d'enfance. On était à l'école ensemble. Et j'ai découvert énormément de choses sur sa vie lors de l'épisode. Donc c'était encore plus émouvant. Et donc Camille, qui est une romancière à succès, je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui la connaissent, qui l'ont peut-être lue. Elle écrit depuis longtemps maintenant. Je crois qu'elle a dû sortir 8 ou 9 ou 10 romans, je ne sais plus. Et d'ailleurs, elle est extrêmement talentueuse et elle accomplit une œuvre qui est très originale puisque elle écrit un roman par genre. C'est-à-dire que elle va faire un roman historique, elle va faire un roman policier, elle va faire voilà. Et elle s'est fixé cet objectif-là d'écrire et de publier un roman par genre littéraire. Bref. Et donc, Camille est absolument brillante. Elle est absolument rayonnante. Elle a un sourire, un regard qui pétille, etc. Mais à côté de ça, elle est mère d'un enfant autiste, atteint d'un trouble de autisme sévère. Et elle partage, bien évidemment, cet aspect de leur vie. Et je dis leur vie parce que c'est important de parler d'eux, de leurs autres enfants, etc. Parce que pour le coup, c'est un sujet qui touche tout le monde, toute la famille. Et ce combat-là, qui est un combat quotidien, elle le dit elle-même, hein, elle ne pourra jamais le gagner, ce combat. Il n'y aura jamais de répit. Il n'y aura jamais de pause. Et son fils, qui s'appelle Auguste, je le connais puisque ils ont fait quelque chose d'absolument formidable et très intelligent d'ailleurs. Ils ont depuis plusieurs années organisé ce qu'ils appellent un dimanche avec Auguste. Et en fait, ils demandent à tous leurs proches de s'inscrire. C'est chaque année, donc c'est des saisons, pour venir chercher Auguste et lui faire passer une après-midi, de telle sorte que voilà, Auguste se retrouve à faire des choses et surtout que la famille de Camille ait un dimanche de répit. Et surtout, ça permet bien évidemment de partager un peu le fardeau, mais aussi pour les familles qui reçoivent, de partager un moment qui est très intense, parce que l'autisme, c'est une chose d'en entendre parler, de le voir à la télé, de le lire, c'en est une autre de le vivre. Et bref, quand on passe une après-midi avec Auguste, on prend la mesure justement du fait qu'il n'y a aucun répit. Il n'y a pas une seule seconde de répit. Il n'y a pas un moment de liberté, il n'y a pas un moment où tu souffles et où tu te dis, OK, et par définition, il y a aucune perspective. Aucune. Et pourtant, Camille, son mari, leurs autres enfants, ils vivent chaque jour. Ils se lèvent tous les matins. Elle continue à écrire, elle continue à former, elle continue à enseigner, elle continue à rire, elle continue à rayonner, etc. Et ça, en termes d'émotion, quand tu écoutes l'épisode, tu écoutes son témoignage, ouais, là, je t'avoue que ça m'a laissé KO. Et pareil, j'ai reçu Sébastien Joachim, quelqu'un qui n'est pas connu du grand public. On s'est rencontrés par Instagram. Et Sébastien, il a une maladie extrêmement rare qui lui a été diagnostiquée quand il était très jeune, 5-6 ans, qui fait qu'en fait, il devient aveugle, il est devenu aveugle progressivement. Et donc, il l'a su assez tôt, et il n'y a aucun moyen d'arrêter le processus. Et il l'a vécu, et il vit encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on s'est parlé, parce que c'est une maladie qui évolue énormément, il pouvait voir sur un œil comme au travers d'une serrure, en fait. Et en fait, c'est un peu le phénomène, c'est-à-dire que
le champ visuel, en fait, se réduit. Et il est passionné de sport, il fait de la boxe thaï, etc. Il a une femme, il a un enfant. Et ça, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu entends quelqu'un qui est face à une telle fatalité, il sait qu'il ne pourra pas gagner ce combat.